حصة جديدة من حصتكم السبيسيال نقدمها لكم من استديوهات السلام تيفي من الجزائر العاصمة. يسعدني أن أستقبل في هذه الحصة خبيرة في الساحل الإفريقي في الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية ليسلي فاران، وسنتكلم لمدة ساعة عما يحدث في الساحل الإفريقي والصحراء الكبرى، عن التغيرات الحاصلة هناك، عن استراتيجيات القوى الكبرى في الساحل الإفريقي، وعما يمكن للأفارقة أن يعملوه والحال على ما قلناه. إذن je vous souhaite la bienvenue Leslie Varenne, directrice de l'Institut de veille et des relations internationales et stratégiques. Vous êtes avec nous ici à Alger. Les lecteurs algériens ont lu avec beaucoup de plaisir des extraits de votre dernier livre, Emmanuel au Sahel, itinéraire d'une défaite. Donc on va commencer par ce livre et vous poser la première question. Quelle a été la réaction des médias officiels ou disons des médias mainstream en France? Quelle a été leur réaction vis-à-vis de votre livre? Merci. D'abord, bonjour et merci de votre invitation. Écoutez, mon livre est arrivé, peut-être est sorti le 17 mai, un jour avant la dissolution. Et je craignais un peu effectivement la réaction, mais en réalité, j'ai eu peu de, comme d'habitude, peu de commentaires des médias mainstream, mais j'ai quand même eu Marianne, Le Figaro, France 24, et tous les commentaires ont été excellents. Très bien. Donc après, j'ai eu beaucoup d'autres médias moins mainstream, mais les médias qui ont bien voulu parler de mon livre étaient plutôt dithyrambiques. Et je suis tombée ensuite, après, à un moment de la dissolution, où les médias étaient encore beaucoup plus méchants que moi. Si on peut dire que j'ai été méchante, moi j'ai fait un constat factuel, hein. Mais ont été beaucoup plus durs que moi avec Emmanuel Macron. Donc voilà, je passais presque pour une modérée dans le contexte actuel. Ok, très bien. Donc, pour revenir au contenu de ce livre, vous faites pratiquement une analyse sans concession à la politique française au Sahel et une grande part de la responsabilité de l'échec français au Sahel, vous le faites porter au président de la République, c'est-à-dire à Emmanuel Macron. Vous citez beaucoup, vous égrenez beaucoup de motifs plus personnels que politiques ou diplomatiques. Alors non, je ne suis pas du tout sur le personnel. Je suis dans la gestion, dans la manière dont il a géré les crises sahéliennes, mais je ne suis pas dans une critique personnelle. De fait, ça le devient dans la mesure où Emmanuel Macron est un président qui dirige tout seul. Donc forcément, dès qu'on analyse et on fait le constat des échecs, puisqu'il a dirigé tout seul, puisqu'il a mis de côté la diplomatie française, eh bien, de fait, c'est lui qui est comptable de tout ce qui s'est passé, puisque il exerce la fonction d'une manière jupitérienne. Donc, forcément, s'il y a des échecs, ils sont à mettre à son compte, puisque il a occulté la diplomatie française et même dans l'armée, avec ses conseils de défense, l'armée n'a pas eu son mot à dire. On l'a vu par exemple lors de la crise au Niger, quand il a voulu intervenir militairement pour remettre Mohamed Bazoum en place. C'est pas l'armée, les militaires n'étaient pas, même s'ils l'ont pas dit parce que c'est la grande muette, mais les militaires n'étaient pas d'accord avec ça, mais c'est lui qui décidait ce genre de choses. Donc, de fait, il devient comptable et de fait, quand vous écrivez sur la crise au Sahel, vous écrivez sur Emmanuel Macron. Très bien. Mais disons que la désintégration de l'influence française au Sahel
a commencé bien avant Emmanuel Macron. Nous l'avons vu déjà du temps de Sarkozy, ça a commencé à sentir pas bon pour la France au Sahel. Donc Oui, Emmanuel bon, Macron. alors ça, si vous voulez, moi je suis assez juste dans mon livre, j'ai tout un chapitre qui s'appelle L'héritage empoisonné, dans lequel je reviens justement sur la situation qu'Emmanuel Macron trouve en 2017 lorsqu'il arrive aux affaires. Et la situation, tant d'un point de vue politique que sécuritaire, est déjà extrêmement difficile. Alors c'est vrai que en plus de toutes les récriminations sur la colonisation, etc., qu'il peut y avoir dans les pays d'Afrique de l'Ouest, il y a eu 2011 qui est passé par là, et 2011, c'est deux dates et deux histoires qui ont été particulièrement difficiles pour les Africains et qui ont beaucoup compté dans le rejet de la politique française. C'est bien sûr la guerre en Libye, et aussi la guerre en Côte d'Ivoire. Faut pas, on oublie toujours la guerre en Côte d'Ivoire, mais les Africains n'ont pas oublié. Ça a été un moment, une séquence très importante qui a entériné tout ce qui va se passer après. Ces deux guerres, 2011, tout ce qui va se passer après. Et puis, la guerre en Libye amène de façon collatérale la guerre au Mali. Donc, 2011, 2012, les événements commencent au Mali. Et 2013, avec une opération Serval qui, pendant un court moment, est très bien acceptée. Et puis, dès que les soldats français ne permettront pas à l'armée malienne de rentrer dans Kidal, ce qui, de ma part, n'était pas une erreur Bien. fondamentale, c'était une erreur politique, mais Ok. elle pouvait se comprendre. 2013, ça commence déjà à ne plus être le grand amour entre les Maliens et la France. Très bien. Disons, jusqu'à Chirac et le courant gaullien, la France avait une politique officielle, une politique africaine très pondérée, très mesurée vis-à-vis, c'est-à-dire entre les divers blocs de l'Est et de l'Ouest. La France avait une politique pondérée vis-à-vis des Africains, ce qui lui permettait d'avoir beaucoup d'influence en Afrique, si l'on accepte le côté obscure de la France-Afrique et de Jacques Foccart. Mais la politique de l'Élysée, dans son ensemble, était pondérée, mesurée, elle était influente et avait de très bonnes relations de voisinage. Et elle privilégiait souvent les Africains dans sa politique internationale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, où la France dépend presque entièrement des États-Unis. Pourquoi? Non, alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Moi, je ne dirais pas que la France a eu une politique très pondérée jusqu'à Chirac, mais je dirais que au moins jusqu'à Chirac, on avait en France un personnel politique qui connaissait l'Afrique et qui aimait l'Afrique. Alors, avec tous les dessous que tout le monde connaît, etc., que moi je nomme jamais France-Afrique, je déteste ce terme, mais avec voilà toutes les ingérences que la France pouvait se permettre dans le choix des présidents, dans voilà, dans certains coups d'État, c'était pas la France n'était pas un enfant de cœur pendant toutes ces années-là, mais elle connaissait l'Afrique. Et c'est ce qu'a et les gens qui étaient en fonction et qui avaient en charge de l'Afrique aimaient l'Afrique. C'est toute la différence avec ce qui a commencé après, c'est-à-dire un manque de connaissances, un manque d'intérêt, un repli. Je pense que les gens extérieurs à la France ne mesurent pas à quel point la France, les élites françaises, se sont repliées sur elles-mêmes. Je ne parle pas des élites économiques qui, elles, ont bien pris en compte la mondialisation, mais pour le reste, la France s'est repliée sur elle-même. Regardez comment la France s'intéresse très peu au territoire d'outre-mer. Si on ne va pas chercher ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie,
on n'a aucune info, vous n'avez aucun média qui vous parle de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Il faut vraiment que ça pète beaucoup pour qu'on sache ce qui se passe en Martinique ou en Guadeloupe. Mais on mesure mal à quel point la France s'est rétrécie. Et ça, c'est une lame de fond qui a commencé, vous avez raison, avec Sarkozy, et qui a été vraiment très importante sous Emmanuel Macron. C'est très étrange d'ailleurs, mais on se replie un peu plus, toujours plus sur nous-mêmes. Ok, très bien. Ce qui exaspère le plus les Africains, depuis Serval et puis Berkane, c'est un petit peu la surmultiplication des groupes armés au Sahel. Emmanuel Macron avait promis de régler ce problème, enfin d'assainir un petit peu le Sahel des groupes armés. Et on est passé des groupes armés aux armées terroristes. Carrément, c'est une surmultiplication des groupes armés à tel point que maintenant il est difficile de les en déloger. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il est vrai que dès que Emmanuel Macron arrive aux affaires, il fait des promesses et il promet que il va éradiquer les djihadistes du Sahel. Donc, il a fait ses promesses, il a pris ses engagements, et n'a pas réussi. En fait, je ne sais pas s'il y a une multiplication des groupes armés. En fait, non, vous avez les mêmes. Je coupe le son de mon téléphone, excusez-moi. Vous avez les mêmes groupes armés qui se modifient, c'est-à-dire qui se sont modifiés, qui ont pris des noms différents, etc. Mais vous avez grosso modo le GNI, Al-Qaïda et l'État islamique, Al-Qaïda avec le JNIM, l'État islamique avec le IGS, et puis vous avez les groupes armés de l'Azawad, le CSP, mais moi, je vois pas une multiplication de groupes armés. En revanche, là où vous avez raison, je vois une augmentation du nombre de djihadistes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à recruter beaucoup et ils arrivent de plus en plus. Le JNIM est en train de prendre énormément d'espace au Mali et maintenant, il est plus seulement dans le nord et le centre, il est du côté de Caille, il est du côté de Sikasso. Donc, on voit au Burkina Faso, ils sont à 50 000 km de Ouagadougou. Donc, ils ont pris énormément d'espace, oui, et de Ok. nombre. Oui, j'en conviens. Je reviens à la Zawad. C'est une superficie géographique très vaste. Elle fait 60% du territoire malien. Nous avons tout Kidal, Tessalit, Taoudeni, Mopti, Tombouctou, Gao et jusque Et jusqu'à pratiquement Ménaka, c'est encore la Zawad. Ménaka. Oui, bien sûr. Est-il possible pour Bamako de regagner tout ce terrain sans l'adhésion des populations de l'Azawad dans sa guerre contre les groupes terroristes? Mais si vous voulez, ce qui est incompréhensible de la part des autorités maliennes aujourd'hui, c'est qu'elles ne tirent aucun enseignement de l'échec de la France. La France, avec les moyens qu'elle avait, elle n'avait pas énormément d'hommes, parce que 5 000 hommes, tout ce territoire, c'était pas bon. Mais la France, avec les moyens qu'elle avait, n'a pas réussi à éradiquer le phénomène djihadiste. Et mieux, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, pendant les presque 10 ans où la France est restée, le nombre de djihadistes et l'espace conquis par les djihadistes a augmenté. Donc, l'armée malienne aurait dû, à minima, faire le retexte de ce que la France et elle, parce que la France n'a pas combattu toute seule, elle a combattu aussi avec l'armée malienne, et se dire, on ne peut pas gagner que d'un point de vue militaire. Et je pense que c'est l'erreur, à mon avis, majeure des militaires maliens au pouvoir, c'est de ne pas avoir cherché de solution politique.
Ils avaient un boulevard devant eux. Parce qu'une des revendications, souvenez-vous, lorsque la France était présente au Mali, une des revendications du NIM, c'était le départ de toutes les troupes étrangères. À partir du moment où la France était partie, il y avait une possibilité de négocier avec le JNIM. Je pense qu'avec le JNIM, qui sont des autochtones, qui sont des Maliens, on peut discuter avec eux. Il y avait ces possibilités de discussion. Les autorités maliennes n'ont pas voulu faire ça. Elles se sont dit qu'avec Wagner, elles allaient gagner la bataille. Et avec Wagner, elles n'ont pas gagné la bataille. Ensuite, elles ont eu une autre fenêtre de tir, à mon avis, qui était encore un boulevard, c'est lorsqu'elles reprennent Kidal. Quand elles reprennent Kidal, c'est, si je ne me trompe pas, janvier 2023, si mes souvenirs sont exacts. Là encore, c'est une grande réussite pour eux. Ils gagnent une bataille, ils reprennent Kidal sans combattre. Mais peu importe, ils le reprennent. Donc c'est une prise symbolique, c'est politiquement une victoire pour eux, c'est militairement, on peut même s'ils n'ont pas combattu, on peut considérer que c'est une victoire. Et là encore, une fois que Kidal était repris, ils pouvaient tendre la main au groupe armé de l'Azawad. Et tendre la main au CSP, à la CMA, et essayer d'avoir des discussions. Mais ils se sont dit, ah, on a gagné, on est les plus forts, on continue sur la voie du tout sécuritaire. Et à mon avis, c'est une erreur parce que la lutte contre le terrorisme ne se gagne pas, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu partout, ne se gagne pas d'une façon juste par les armes. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était surtout que pendant 8 ans, les Maliens ont bénéficié d'une relative accalmie. C'était la tranquillité, c'était plutôt calme, malgré quelques frictions entre Bamako et le mouvement de la coordination de l'Azawad. Mais en mettant fin aux accords d'Alger, Bamako s'est mis à dos en même temps. Alors, les groupes armés et les groupes terroristes, les groupes armés rebelles de l'Azawad et les groupes terroristes. Donc, il a surmultiplié l'ennemi et maintenant, il est dans une phase très difficile. Qu'en pensez-vous? Ah, mais c'est ce que je disais, moi je suis d'accord avec vous. L'accord d'Alger, il était irréalisable parce qu'il embrassait tout. Il fallait tout faire en même temps. Finalement, l'accord d'Alger n'a rien produit. Sauf une chose très importante, c'était la paix entre les groupes armés de l'Azawad et Bamako. Ça n'a produit que ça, mais ça a produit ça. Et pendant 8 ans, effectivement, les deux parties n'étaient pas en conflit. La fin de l'accord d'Alger marque effectivement le début de la reprise. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que la négociation entre les groupes armés de l'Azawad et Bamako. Ils seront tous obligés d'arriver là un jour. Mais je pense aussi qu'il n'y aura pas d'autre solution que de négocier avec le JNIM. Bien. Bamako, en fait, trouvait à redire sur certains articles et certains textes des accords d'Alger parce qu'elle bombait le torse et voyait qu'elle était plus forte qu'auparavant. Et même Alger était d'accord pour que les Maliens, entre eux, puissent trouver des correctifs aux textes qui paraissaient contentieux. Donc Alger était OK pour une révision des accords d'Alger. Sauf qu'on a été très, très étonnés que Bamako mette brutalement, comme ça, entre parenthèses, les accords d'Alger et passe à autre chose. Autre chose, c'était Wagner. Qu'en pensez-vous encore Oui, là? non, mais parce que si vous voulez, les autorités maliennes, avec le soutien de la Russie, les autorités maliennes ont cru qu'elles pouvaient être toutes puissantes. Et ça leur a donné une forme d'orgueil en se disant on va gagner toutes les batailles.
Et puis, il y a un contentieux tellement fort entre Bamako et l'Azawad que, voilà, si on peut se payer des revanches, tant mieux. Mais c'était une croyance de surpuissance. Parce qu'on l'a vu, ils ont repris Kidal, certes, mais ils ont perdu la bataille de Tinzaouaten et ils ne s'en sortiront pas. Et maintenant, le Mali est dans une impasse. Ils n'ont pas d'autre choix que de se parler. Il n'y a aucun autre choix que de se parler. Et en plus, si vous voulez, ce qui est le plus désolant dans cette histoire, c'est que le Mali a tous les moyens, toutes les structures, les structures sociales, les imbrications sociales, etc., pour discuter, pour palabrer. Et ils savent faire ça. Mais ils veulent pas le faire. Ils sont dans une impasse et je ne sais pas comment ils vont se sortir de l'impasse. Ce qui est très triste en ce moment, c'est qu'on voit les Maliens souffrir. Ils souffrent. Les Maliens souffrent vraiment. Hein. On voit les Maliens souffrir. Et on est face à trois parties qui sont aussi désolantes les unes que les autres. Il y en a, je veux dire, que ce soit à Bamako, que ce soit le CSP, que ce soit Yad Gali, etc. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'espoir avec personne. C'est ça qui est très triste au fond. Bien. Ce qui a fait complexifier encore plus les choses, c'est que nous sommes maintenant dans une phase de guerre de sous-traitance avec les Russes de Wagner, avec les groupes paramilitaires Sadat turcs, les drones turcs, la technologie des puissances qui est très présente et très influente dans les guerres au Sahel. Nous sommes en train de passer carrément une guerre de sous-traitance des puissances par pays sahéliens interposés. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans, parce que vous oubliez l'Ukraine aussi, hein, qui est venue revendiquer d'une certaine manière l'histoire de Tinzaouaten. Alors, la situation avec les Russes de Wagner est extrêmement compliquée. Et je crois que c'est une situation que peu de gens comprennent. Si vous voulez, il y a deux périodes chez Wagner. Il y a la période avec Prigojine, et quand Wagner a un chef qui est relié d'une certaine manière, même s'il n'est pas relié à l'armée russe, il est relié à la Russie d'une certaine manière par les liens que Prigojine peut avoir avec Poutine. Et puis, il y a l'époque après la mort de Prigojine. Les gens de Wagner qui sont au Mali aujourd'hui n'ont plus aucun lien avec la Russie. Ça, je pense, c'est très important de le dire. C'est très important de le dire pour les autres pays à côté qui ne comprennent pas pourquoi la Russie mène cette guerre-là. Mais c'est pas la Russie parce que c'est Wagner. Et Wagner n'a plus aucun lien. Les gens de Wagner qui sont sur le territoire malien aujourd'hui n'ont plus aucun lien de subordination avec une entité russe. Ils sont commandés seulement par Macron. Comment? Excusez-moi de vous interrompre. Au début de l'année, le Kremlin avait annoncé qu'il voulait reformer Wagner et créer une sorte d'Africa Corps russe, c'est un corps africain qui devait, attendez, qui devait remplacer Wagner et intégrer le ministère russe de la Défense. Oui. On en est où? Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens de Wagner devaient, parce qu'ils ne sont pas qu'au Mali, ils sont en Libye, ils sont en Syrie, ils sont en Centrafrique, ils sont au Soudan. Donc, les gens de Wagner étaient priés de soit rejoindre Africa Corps, soit rejoindre le ministère de la Défense.
Donc, dans certains pays, ça s'est très bien passé. En Syrie, ils ont rejoint, par exemple, l'armée russe. Au Burkina Faso et au Niger, c'est différent puisque Wagner n'était pas présent avant. Donc, c'est Africa Corps qui est rentré au Burkina Faso et au Niger. Au Mali, les mercenaires de Wagner n'ont pas voulu réintégrer ni Africa Corps ni l'armée. Donc, ils n'ont plus aucun lien avec la Russie. Ils sont sous la seule autorité de Bamako. C'est même pas une société de militaires privés, hein. C'est des gens qui ont décidé de rester sur l'autorité de Bamako, mais ils ne sont plus sous l'autorité des Russes. Ça pose un grand problème aux Russes, ça pose un problème à l'Algérie. D'ailleurs, je crois savoir que le président Tebboune en a parlé au président Poutine lorsqu'ils se sont vus au dernier sommet je ne sais plus dernièrement, ça pose un problème aux Mauritaniens, ça pose un problème à tout le monde, parce que ces soldats de Wagner font absolument n'importe quoi et commettent des massacres et commettent, aux frontières de l'Algérie comme de la Mauritanie, commettent des exactions terribles. Et ça gêne les Algériens, ça gêne les Mauritaniens, ça gêne les Russes, parce qu'ils n'ont pas envie de se fâcher avec leurs partenaires algériens et avec les Mauritaniens avec qui ils entretiennent aussi de bonnes relations. Razouani était à Kazan au sommet des BRICS, par exemple. Mais ils n'ont pas les moyens de faire entrer le dentifrice dans le tube. Ces militaires de Wagner ne leur appartiennent plus et ne sont plus sous leur autorité. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, 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 je comprends très bien. Ils Oui. ont obtenu de Bamako qu'Africa Corps rentre au Mali. Et donc, d'après les dernières infos que j'ai, mais ça c'est peut-être un scoop, c'est que normalement, Wagner devrait quitter l'Azawad. Ce serait une bonne chose. Ce serait une très bonne nouvelle pour tout le monde et pour les Azawadiens en premier. Parce que les Russes se sont trouvés au pied du mur. Se mettre l'Algérie à dos, ce n'était pas très favorable ni très bénéfique pour les Russes. Non, mais je crois que les Algériens ont compris, les Algériens ont compris dans quelles difficultés étaient les Russes, parce qu'ils n'arrivaient pas, ils n'arrivaient pas à faire rentrer ces gars-là dans les structures qu'ils leur proposaient. Et ça, c'est l'agence de Bamako qui ne veut pas se séparer non plus. Hein. Attention, ils ont un chef, mais leur chef, c'est Assimi Goïta. Très bien. Personnellement, ce qui m'inquiète, c'est qu'après la fin de la guerre en Ukraine, et je suis certain que le président américain réélu Donald Trump va la faire cesser très vite, il y aura une transposition de ce que j'appelais tout à l'heure la sous-traitance de la guerre, et ça va être transposé de l'Europe vers le Sahel. On voit déjà beaucoup d'acteurs jusque-là tapis dans l'ombre qui commencent à s'agiter. Il y a l'Italie en Libye, il y a les Émirats qui jouent entre la Libye et le Soudan, il y a Israël qui fait... Il y a beaucoup d'acteurs je crois que ça vaut le coup d'en dont parler les parce que intérêts les se Émirats télescopent au Sahel. soutiennent la partie, la pire des parties au conflit au Soudan. Ils soutiennent les RSF, les anciens Janjaweed, et ça c'est dramatique pour les Soudanais. C'est une guerre dont on parle peu, la guerre au Soudan, mais qui est une guerre aussi épouvantable. Les Soudanais souffrent énormément. Ce qui se passe actuellement dans le Darfour est catastrophique et on voit pas non plus la fin de cette guerre. Non, c'est encore une guerre qui ne devrait pas se régler militairement, mais on ne voit pas d'issue politique. Les grandes puissances s'en foutent. Les Américains sont absents sur ce sujet, ou si peu présents ou si mal présents. Donc c'est vraiment une sale guerre, la guerre.
Il y a aussi la position des puissances occidentales qui est très coupable, très criminelle. Au lieu comment dire, d'être du côté de la légitimité au Soudan, ils sont en train, par petites portes dérobées, de soutenir plutôt son adversaire qui s'appelle Mohamed Hamdan Doglo Hameti, parce qu'il les pourvoit en or et autres richesses du Soudan. Il est très appuyé par, discrètement, mais ce n'est pas un secret de le dire, beaucoup de puissances occidentales et même des puissances régionales sont en train de soutenir, attendez, de soutenir Mohamed Doglo Hameti contre la légitimité constitutionnelle au Soudan. Alors, c'est des actions criminelles. La légitimité constitutionnelle, parce que les deux qui étaient amis, Bourhan et Meti, ont quand même fait un coup d'État. Je veux dire, il n'y a aucun bon dans cette histoire. Mais c'est vrai, et vous avez raison, que Bourhan est le chef de l'armée et que c'est le seul qui pourra, à terme, refaire un État, enfin, être à la tête d'un État soudanais. Il est bien évident que Meti ne pourra pas. Et les forces de soutien rapide, les RSF, commettent des exactions que il est vrai, le camp de Bourhan ne commet pas, même si le camp de Bourhan, voilà, c'est pas un camp des enfants de cœur non plus, mais Meti est vraiment soutenu que par les Émirats arabes unis. En tout cas, en termes de moyens, de matériel, etc. Mais comme les Émirats arabes unis sont les alliés des Américains, qui sont les alliés des Français, etc., les Occidentaux ne tapent pas du poing sur la table. Mais ils n'aident pas, ils laissent faire, ils regardent ailleurs. Mais ils n'aident pas directement Meti, c'est ça que je voulais dire. D'ailleurs en train d'être reconduit en Libye. Il y a la légalité de ce que reconnaît la communauté internationale comme gouvernement de Tripoli, gouvernement légitime, mais par des portes dérobées, toutes les puissances occidentales sont en train de soutenir son adversaire, l'homme fort de Benghazi, le maréchal Haftar. Il y a toutes sortes de puissances régionales et occidentales qui le soutiennent par des menées souterraines très criminelles et très coupables. Oui, alors la Libye, je suis mal en ce moment, je devrais suivre mieux d'ailleurs, parce que ça a beaucoup d'incidence sur le Sahel. Mais avec Gaza, le Soudan, maintenant le Mozambique, je dois dire que c'est difficile de faire des veilles sur tous ces pays. Mais je préfère pas m'exprimer. C'est une poudrière explosive. C'est une poudrière explosive. Ok, on revient au Sahel et je voudrais vous poser cette question directe un peu. C'est une question qui va s'appuyer sur votre expertise. Vous êtes journaliste professionnel depuis 20 ans, spécialiste des questions africaines, grande connaisseuse de ce qui se passe dans le Sahel. Et je voudrais avoir votre avis. Comment voyez-vous les choses évoluer dans le Grand Sahara et le Sahel africain? Non. Et ça, vraiment, c'est une question difficile. Hein. Comment je vois évoluer? C'est une question, c'est tellement difficile de répondre à cette question. Parce que pour l'instant, comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Il faut prendre les pays un par un parce que tous les pays du Sahel n'ont pas les mêmes problématiques, même s'ils ont des problématiques communes, mais dynamiques différentes. Bon, pour le Mali, tant que les autorités maliennes veulent rester dans le tout sécuritaire, je ne vois pas d'issue pour l'instant. Donc, soit elles discutent et on va pouvoir avancer, soit elles vont aux élections
Miracle, elles font des élections qui sont libres, crédibles et transparentes, comme on dit. Et celui qui vient négocie, mais c'est encore, pour l'instant, c'est un peu une chimère. Donc pour l'instant, je ne vois pas, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Au Niger, bon, le Niger a une autre culture. Il a plus la culture du dialogue, moins la culture de la confrontation. Je pense que le Niger, lui, va s'en sortir, même si ça va être délicat, même s'il y a beaucoup de problèmes à régler. Mais le Niger a d'autres atouts, et notamment les gens qui ont fait le coup d'État au Niger sont des généraux qui ont un peu de bouteille. Et donc, il y a une sagesse au Niger différente, et une culture de la discussion et du dialogue, qui fait que on peut imaginer que le Niger va s'en sortir. Le Burkina, il n'y a pas de solution pour l'instant. La seule solution, Ibrahim Traoré, le petit capitaine, l'a dit, il n'y aura pas d'élection tout de suite, ce sera quand la sécurité sera revenue, mais le pays s'enfonce jour après jour. Il s'enfonce de tous les points de vue, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue politique, d'un point de vue démocratique. C'est vraiment un pays qui touche le fond. Donc, pour l'instant, telle qu'est la situation, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Et le Burkina peut s'en sortir. Donc, vous voyez, c'est faire de la projection dans des situations d'impasse comme ça, c'est ni joyeux. Voilà, c'est pas joyeux, et on préfère ne pas le faire. Bien. Je vais vous torturer encore avec une dernière question sur votre dernier livre. Est-ce que vous n'avez pas senti que les médias mainstream, depuis ce livre, essayent de ne pas trop s'approcher de Leslie Varenne parce qu'elle risque de dire des choses sur le plateau? Vous n'avez pas ce sentiment? Non, mais ça change pas grand-chose pour moi, puisque de toute façon, il m'a invité déjà pas beaucoup. Donc, vous savez, et je pense que c'est quelque chose que la victoire de Trump aux États-Unis a très très bien montré. Les grands médias se sont déconsidérés, et maintenant on s'aperçoit que ce sont plus ces grands médias, ce ne sont plus ces grands médias qui font les hommes politiques, qui font et défont les sociétés, même s'ils donnent une couleur. Mais Trump a été élu contre CNN, contre le Washington Post, contre le New York Times. Donc, et je crois que c'est la grande leçon. Donc, moi, je me préoccupe pas franchement de ça. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses qui ont du sens, c'est de comprendre les conflits en cours, c'est de comprendre les complexités du monde, c'est d'essayer d'écrire et de transmettre ça. Le reste, ils font leur vie, je fais la mienne. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un jour ils peuvent m'appeler et puis après ils peuvent m'oublier pendant 5 ans. C'est pas grave. On continue à vivre quand même, hein. Voilà. Mais ce que ça montre, vraiment, je suis désespérée. Je regarde les médias, je regarde les chaînes d'infos, bien sûr. Voilà. Je suis un peu désespérée de leur analyse, mais pas seulement de leur analyse. Je suis désespérée de. C'est pas leur mensonge, parce que ce qu'ils disent, je pense que ceux qui le disent le croient vraiment, mais des choses fausses qu'ils peuvent asséner avec autant d'assurance. Ça m'étonne toujours, mais vraiment, ça me surprend toujours. Alors que
on sait très bien qu'avec la complexité du monde tel qu'il est aujourd'hui, presque il faut douter de tout. C'est extrêmement difficile d'avoir des assurances et de savoir ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Donc, la plupart du temps, la seule chose qu'on peut dire, c'est je ne sais pas. Mais eux balancent des choses fausses à longueur de journée avec une assurance qui est surprenante. Ma chère Leslie, elle est accentuée par un rabougrissement, un recul du journaliste spécialisé dans ce type de questions. Je pense oui, mais parce qu'ils veulent plus mettre les moyens. Alors là, ils ont mis beaucoup de moyens sur la présidentielle américaine. Ils ont mis des millions pour envoyer des équipes qui ne servaient à rien d'ailleurs, hein. Mais comme ça, ils avaient un plateau devant la Maison Blanche, un plateau à New York. Mais ils n'envoient plus de correspondants. Si vous regardez bien, tous les correspondants des médias français sont des pigistes, hein. Vous n'avez plus de correspondants ici et là. Tous sont des pigistes. Et donc, ils mettent plus les moyens. Il n'y a plus d'investigation. Ils payent plus d'enquête. Donc, ils ne sortent plus d'affaires. La presse américaine fait encore son boulot, quand même, hein, je dois dire, d'une certaine manière. Mais si vous voulez des informations, même sur la guerre en Ukraine, par exemple, ça sert à rien de lire la presse française ou d'écouter les médias français. On ne trouve pratiquement plus de nos jours, c'est très rare, si l'on accepte le cas très spécial de Gaza. On ne voit plus de reporters de guerre, on ne voit plus de grands reporters, on ne voit plus d'investigateurs. À Gaza, il n'y a pas de journalistes. À part Gaza, les journalistes palestiniens qui meurent, qui meurent pour des journaux occidentaux. Comment? J'ai dit qui meurent pour des journaux occidentaux. Et qui meurent pour des journaux occidentaux, oui, mais c'est palestinien, parce qu'aucun occidental ne peut rentrer à Gaza aujourd'hui, hein. Aucun journaliste qui n'est pas déjà à Gaza ne peut rentrer à Gaza aujourd'hui, ce qui est une première, hein, dans un conflit, hein. C'est une première que un territoire soit entièrement fermé aux journalistes. Au Soudan, vous n'avez pas grand-chose, peu d'images, mais le territoire n'est pas fermé. C'est juste impossible de s'y rendre dans des coins perdus et c'est extrêmement dangereux. Mais à Gaza, c'est la première fois que vous avez un conflit qui est interdit aux journalistes. Bien, mais okay. Normalement, ça devrait être une priorité d'ouvrir Gaza aux journalistes. Ça devrait être là une des priorités de la communauté internationale. Mais bien sûr, ils ne veulent pas le faire. Donc, les seuls qui risquent leur peau, c'est les journalistes palestiniens. Ok, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission, la spéciale. Nous avons été heureux d'accueillir Madame Leslie Varenne, directrice de l'Institut de veille de relations internationales et stratégiques. Elle est en France, elle fait souvent des analyses très pointues, très lues dans le monde entier sur sa note de lecture sur le site Evris. Nous espérons la revoir très bientôt sur un autre sujet de son champ de compétences. Merci encore Leslie Varenne pour votre disponibilité, votre amabilité. Merci à vous, merci à Salem TV. Merci aux Sahéliens en général. À très bientôt. Merci beaucoup. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحصة لا سبيسيال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله. وهذا فيصل